t'as déjà dit que tu as la même voix que Jonathan Cohen. C'est très drôle ça. Salut David, bienvenue dans All In, le programme où on pose toutes les questions sur la table. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Waouh, ils sont fous les mecs. Un homme sur deux pense pouvoir proposer un avion de ligne en cas d'urgence. Est-ce ton cas? Non. Maintenant, si je n'avais pas le choix, j'essaierais le tout pour le tout. Mais je pense pas être capable d'être pilote d'un avion de ligne. Non. Tu ne bois pas d'alcool, pourquoi? Ben, j'ai jamais vraiment aimé ça. Ça m'arrive de temps en temps, en soirée, quand c'est vraiment très très sympa, de boire un verre. Mais alors le truc qui est bien, c'est que comme j'ai jamais bu de ma vie, un verre, déjà ça me suffit. Ça me coûte pas cher en alcool. Ça écoutait quoi comme musique chez les Guetta quand t'étais enfant? Mes parents n'écoutaient pas trop de musique, mais moi en revanche, j'écoutais du funk. Depuis l'âge de 11-12 ans, ce qui n'était pas très commun à l'époque. Mais tout mon groupe d'amis, on était à fond funk, James Brown, Zapp, Maceo Parker, puis aussi Kool and the Gang, Shalamar, tout ça quoi. Il chante quoi sous la douche, David Guetta? David Guetta, il sait pas chanter et il chante pas du coup. Parce que vraiment, c'est un désastre. Les seuls moments où je chante, c'est en studio, quand je dois donner des indications aux chanteurs. Et vraiment, j'ai honte à chaque fois, c'est pas possible. Je crois qu'il faut que je prenne des cours de chant juste pour avoir moins honte quand je donne des indications pendant les séances. C'est très drôle, ça. C'est vrai que tu as commencé ta carrière avec Florent Pagny. Oui, c'est vrai. Je travaillais dans un club près de Châtelet et moi, j'étais DJ à 17 ans et Florent Pagny, je crois qu'il était barman ou un truc comme ça, ou caissier, je sais plus. Mais enfin, il a travaillé dans le même club que moi. Mais on n'avait pas de carrière d'artiste à l'époque, ni lui ni moi. Ok. Tu sors en boîte quand tu ne travailles pas. Très rarement, mais à Ibiza, oui, pas mal. J'en profite pour aller écouter toutes les nouvelles tendances parce que c'est quand même assez unique d'avoir autant de top DJ de cette qualité qui jouent dans le même espace, quoi. Donc oui, à Ibiza, je sors. C'est quoi ton parfum? C'est Tom Ford, mais j'ai oublié le nom spécifique. Instant promo. T'as 30 secondes pour faire ta promo. Regarde caméra, c'est très drôle ça. Alors les amis, 13 juin 2026, je vais faire le show le plus important de toute ma carrière. Ce sera au Stade de France. Et je donne tout, quoi, je vous préviens. Ça a été un énorme carton à Marseille. Donc là, je veux, dans ma ville, essayer de faire encore plus fort. Ça va être dur, parce qu'ils étaient très bons les Marseillais. On va voir si les Parisiens arrivent à être aussi bons. T'as déjà raté une opportunité de fou? Oui, bien sûr, évidemment. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs de carrière. Je crois que la plus grosse erreur de carrière que j'ai faite, c'est j'ai produit un titre pour Ariana Grande qui s'appelle One Last Time. Et à l'époque, elle sortait de Disney. Je trouvais que c'était pas forcément très cool et du coup, j'ai pas voulu mettre mon nom dessus. C'était vraiment une erreur monstrueuse, d'autant plus que le titre a été un énorme succès et que personne ne sait que j'ai produit ce titre. C'est quoi ta routine sportive? Je m'entraîne, on va dire, tous les 2 jours, un jour sur 2 ou 3 fois par semaine, muscu. J'essaye d'être un peu actif, quoi. Ça ressemblait à quoi les soirées gays dans les années 90? Bah, c'était extraordinaire. D'une part, il n'y a que dans les clubs gays qu'on pouvait jouer de la house. Ensuite, il y a énormément de choses qui ont été faites pour que les gays soient acceptés et traités de manière normale. Et donc, ils n'ont plus besoin de se cacher. Donc, tout ça, c'est formidable. Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé, même fin années 80, c'était très, très dur pour la communauté gay. Et en fait, le jour, ils étaient obligés de faire semblant d'être hétéros. Et la nuit, c'était un moment de libération, en fait, où ils pouvaient être eux-mêmes, et c'était un milieu qui était hyper créatif, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique. Et vraiment, j'ai passé des soirées de dingue
dans les clubs gays, c'était extraordinaire, que ce soit au début au Broad ou après au Queen, c'était vraiment extraordinaire. Et même quand moi j'ai fait mon propre club, mon premier club c'était le Folie Pigalle, c'était gay friendly. Alors, comme je suis hétéro, c'était un mélange et puis ça devenait un after qui était plus ouvert à la clientèle hétéro. C'était fou, il y avait tous les créateurs de mode qui sortaient, les gens du cinéma, les acteurs. Il y avait un mélange en fait qui n'existait pas dans les autres clubs. Et aussi, il y avait les filles les plus belles parce qu'en fait, elles pouvaient sortir dans les clubs gays sans se faire emmerder. Les mecs qui étaient très malins, en fait, ils sortaient draguer dans les clubs gays parce qu'ils savaient qu'il y avait les filles les plus belles et qu'il n'y avait pas de concurrence. T'as un six-pack ou un eight-pack? Ouais, je suis pas trop mal, ça va. Personnellement, c'est quoi ton top 3 de ta propre discographie et pourquoi? Je pense que le numéro 1, c'est Titanium avec Sia. Je suis très fier de ce titre, je trouve sa qualité, je trouve ça en même temps très accessible. En même temps, quand on a fait ce titre, Sia n'était pas connue et c'est devenu une des artistes les plus importantes de la planète. Donc j'ai aussi quand même cette fierté. Numéro 2, je dirais peut-être Memories. Parce que je trouve que c'est un titre qui est très cool et qui est une sorte d'hymne de la jeunesse éternelle. Numéro 3, ce serait entre I Got a Feeling et I'm Good. C'est des titres qui rendent heureux. Et c'est important de donner du bonheur aux gens. Essaie de nous lister tous les artistes avec qui tu as collaboré. Il y en a beaucoup là. Rihanna, Black Eyed Peas, Florida, Akon, Kid Cudi, Ariana Grande, Bibi Rexha, Ray. Je suis sûr que j'en oublie plein. Tu viens de piocher ta carte all-in. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Tu es sur un bateau tranquille au milieu de l'océan. Il y a une baleine qui saute hors de l'eau pour te dire bonjour parce qu'elle est fan de Sexy Beach. En retombant, ça fait une énorme vague qui fait chavirer ton bateau. Tu te retrouves à l'eau et tu aperçois une île. Tu nages jusqu'à elle et en arrivant sur la plage, tu tombes sur c'est très drôle. Tu tombes sur Tupac, Michael Jackson, Kurt Cobain et Elvis en train de jouer à la belote. Tu peux choisir un seul pour faire de la musique, lequel tu prends. Zéro hésitation, Michael Jackson. C'est-à-dire que là, c'est le rêve absolu. Ça a toujours pour moi été ma référence ultime. L'album Thriller, c'est vraiment le meilleur album pour moi de tous les temps, avec que des bombes. Et quand je faisais des albums, en fait, c'était un peu mon point de référence en me disant j'essaye de m'approcher de ce niveau de qualité. Évidemment, c'était impossible, mais ouais, Michael, c'est tout ce que j'aime. C'était quoi la soirée Scream? La soirée Scream, je faisais ça avec un garçon qui s'appelait Ludo. Et en fait, c'est fou quand j'y pense parce que à l'époque, j'avais un club qui s'appelait Les Bains, qui était le club numéro 1 à Paris, mais qui était plus ambiance VIP. Je voulais faire une soirée qui soit vraiment que basée sur la musique, les DJ, et où on s'en fout, des bouteilles, des VIP, des célébrités. Et surtout, c'était, je crois, la première grande soirée Tech House en France. C'est drôle parce que la Tech House, c'est devenu vraiment énorme. Mais là, on parle de ça il y a 15 ans, quoi, ou même plus. 20 ans peut-être. Le plat français qui te manque le plus quand tu es à l'étranger. C'est pas forcément un plat en particulier, mais moi j'adore dîner au Coste. Alors le Coste, hôtel mythique de Paris avec une clientèle magnifique et surtout une cuisine très simple mais de grande qualité. Et l'avenue, c'est la même cuisine, c'est la même carte, avenue Montaigne. Il y en a un qui est parfait pour le déjeuner, qui est l'avenue, et le Coste parfait pour le dîner. On peut dire que Cathy et toi, vous étiez
le premier couple Gaulle français. Ben, c'est formidable si on a pu inspirer des gens en tant qu'histoire d'amour et de gens qui se battent ensemble pour y arriver. Ça me fait plaisir que les gens l'aient ressenti comme ça. C'est vrai qu'on s'est vraiment battus parce qu'on partait de rien tous les deux et c'était assez drôle parce que à un moment j'étais DJ résident au bain, puis elle était même pas dans le VIP, elle était au bar. Et puis on s'est retrouvés quelques années plus tard à être propriétaire du club. Donc c'était une belle histoire de réussite un peu à l'américaine, quoi. On t'a déjà dit que tu as la même voix que Jonathan Cohen. Alors, c'est très marrant parce que comme je ne vis pas en France depuis très longtemps, j'ai commencé à lire il y a quelques années des commentaires « c'est Jonathan Cohen », et je ne savais pas qui était Jonathan Cohen. J'ai fait atterrir un avion, là. Et là, je tombe sur Serge Le Mito et vraiment, mais ça tourne à l'obsession, c'est-à-dire que j'aime tellement, c'est-à-dire que je regarde le mec tous les soirs avant de m'endormir et je le DM en lui disant, écoute, il paraît qu'on a la même voix, mais je suis pas aussi mytho que toi. Ouais, de ouf. Tu arriveras à nous citer toutes les soirées que tu as créées? Non, impossible. Il y en a trop. Il y avait Fuck Me I'm Famous, bien sûr, Scream, au bain. Et puis ma toute première soirée, surtout, ça s'appelait Acid House. Et là, c'était en 88 et c'était la première soirée hebdo house music en France, je crois. À ce que tu organisais des soirées à 10 francs dans ta cave, c'est quoi cette histoire? Ouais, alors c'est vrai. Quand j'avais 14-15 ans, à l'époque, je jouais du funk. Et comme j'avais déjà le sens des affaires, je faisais des photocopies et je les donnais dans mon lycée. Et c'était 10 francs l'entrée. Voilà. Mais bon, jus d'orange et coca gratuit, donc c'est pas non plus que je me gavais. Hein, bon. Est-ce qu'il y a déjà un artiste qui a refusé de collaborer avec toi? Oui, bien sûr. Et c'est pas forcément un refus absolu. Des fois, c'est des questions de timing. Par exemple, quand j'ai fait le titre avec Justin Bieber, c'était vraiment juste au bon moment et c'est pour ça qu'il a dit oui. Mais il y a eu d'autres moments où il a dit non. Parce qu'en fait, on a tous nos carrières, on a tous nos plannings de sortie et puis on a tous des orientations artistiques. Donc il y a des fois, tu peux travailler avec un artiste. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Ray en Angleterre, où j'ai vu son talent tout de suite. On a fait un numéro 1 UK ensemble. Et puis, même si on est très, très amis, c'est-à-dire vraiment très proches, on se parle souvent, aujourd'hui, elle ne veut plus rien avoir à faire avec la dance music. Donc, elle ne va pas forcément faire un disque avec moi, sauf si je faisais un disque de soul avec elle. Des fois, on reçoit beaucoup d'amour et puis des fois, il y a le rejet. Ça fait partie de tous les métiers artistiques. Ils ont quelle réputation, les Français, à l'étranger? Alors là, je ne vais pas vous faire plaisir. La réputation des Français à l'étranger, la première, c'est d'être sale. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, parce que moi, je ne trouve pas que les Français soient sales. On a la réputation d'être toujours à se plaindre et pas très poli. Ça, c'est une réputation qu'on a aux États-Unis. Ça, c'est pareil, je ne suis pas du tout d'accord et j'essaye à chaque fois de donner mon opinion. Moi, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, que je suis rentré dans l'ascenseur et qu'il y a quelqu'un que j'ai jamais vu qui me dit « Ah, comment ça va? Tu passes une bonne journée ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ?» Et en fait, c'est juste que les Américains sont beaucoup plus avenants, mais c'est très superficiel. C'est pas du tout bizarre de parler à quelqu'un qu'on connaît pas. Quand on rentre dans un magasin, tout le monde dit How was your day? Have a nice day. Bon, nous, en France, t'imagines, tu vas faire tes courses, on te dit comment se passe ta journée. Pareil, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? En revanche, nous, quand on dit à quelqu'un que c'est notre ami, c'est notre ami. Alors qu'aux États-Unis, c'est « Ah, t'es super, t'es génial, on se voit la semaine prochaine, on s'appelle, et puis t'entends plus jamais parler du mec. Et donc, c'est complètement une culture différente. Et les deux ont du bon. Parce que c'est vrai que la vie quotidienne en Amérique, elle est agréable parce que tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde est poli. Après, ils en ont rien à foutre de comment tu vas, mais ça rend quand même la journée plutôt plus agréable.
Donc moi, je suis pour. Je vais peut-être faire un peu l'oseille. T'es obligé de répondre, c'est qui la relève de David Guetta? C'est Elvis Guetta, la relève de David Guetta. Il y a mon fils qui commence à mixer et il est très chaud, je préfère vous prévenir. Apparemment, tu as longtemps été considéré comme le vilain petit canard de la famille. Tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, ma famille, c'est tous des intellos. Donc, à la maison, c'était les livres. Et moi, j'arrive pas à lire, quoi. Voilà, je vous le dis. J'ai un TDAH, donc la lecture, c'est très difficile pour moi. Pour m'endormir, il faut que je mette des musiques bizarres pour pas que mes pensées aillent dans tous les sens. Il faut que je fasse toujours plusieurs morceaux en même temps quand je suis au studio. Donc la lecture très difficile. Donc j'étais un peu le vilain petit canard parce que j'étais le mec qui allait en boîte, qui allait à l'école et à l'université, mais quand même pas non plus le plus fort du monde. Finalement, je me suis pas trop mal sorti. Aujourd'hui, je suis plus le vilain petit canard de la famille. On t'a déjà confondu avec une autre star. Ah, c'est très marrant ça. Aux US, souvent, je suis au supermarché et les mecs ils me prennent pour Chuck Norris des années 80. Bon ben Combini, je vous donne rendez-vous le 13 juin 2026 au Stade de France pour faire la fête avec moi. Ça va être grandiose, ça va être magnifique, ça va être le plus beau show de ma vie. On va essayer de battre les Marseillais parce que je suis de Paris quand même.